Good morning, everyone, and welcome to the second day of Humans 2020, How Citizens Can Change Europe. Thanks for everyone who joined us at the European Economic and Social Committee, where we are this morning, and for those who are following us online on Facebook and YouTube live streaming. After the session that we had yesterday, which was mainly focused on technological, concentrés sur des volets plus technologiques et scientifiques, des solutions citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler de droits fondamentaux et droits sociaux. Comment les citoyens peuvent être au cœur des réformes via la démocratie participative. Nous avons organisé plusieurs sessions de travail aujourd'hui. D'abord, c'est Niccolo Milanese qui va prendre la parole. Il est à la tête de European Alternatives, une des organisations qui a défendu notre événement du jour. Donc, ce matin, nous allons nous concentrer sur le rôle de l'information, de la participation du citoyen au processus démocratique. Car nous avons besoin de connaissances pour agir. Niccolo va nous introduire le sujet. Nous laisserons un petit peu de temps pour les questions. Ensuite, nous passerons au panel sur l'état de droit. La parole est à Niccolo, donc. Bonjour. Je vais vous parler information dans le contexte des démocraties européennes et je vais réfléchir aussi à l'initiative citoyenne urbaine car il en existe, j'en ai défendu une certaine sur la pluralité des médias notamment. Mais d'abord, je vais parler d'un sujet important qui vous a bien occupé hier, les élections britanniques, car je suis notamment britannique. Et vous connaissez les résultats du jour et vous avez probablement vu que dans la campagne, dans le débat, la désinformation fut reine, la manipulation des médias fut monnaie courante. On a montré que jusqu'à 88% des messages envoyés en ligne par le Parti conservateur étaient trompeurs, voire faux. 88%. Cette statistique est choquante, c'est une évidence. Mais cette même étude, montre que 0% des messages du Parti travailliste étaient faux. Pour les libéraux-démocrates, le pourcentage était infime. Donc la statistique est choquante. Pourtant, comment on parlait de cette étude dans la presse? La BBC, par exemple, a simplement évoqué que les messages en ligne des partis politiques étaient trompeurs, sans dire qu'un parti était plus coupable que l'autre du phénomène. Et cela dans un esprit de neutralité électorale. Alors certes, le principe est important, mais là on peut aussi manipuler ce principe pour justement empêcher que des mauvaises nouvelles prennent le dessus dans le flux de l'information. Voilà, c'est un bel exemple de manipulation des médias au Royaume-Uni. Bon, globalement, on a répété la campagne du référendum avec des inanités qui n'ont jamais été contestées et qui ont été propagées par la presse dirigée par l'empire de M. Murdoch, un empire des médias bien trop proche du pouvoir politique. Donc apparemment, on n'a pas tiré les leçons de 2016 en 2019. Et je le dirai
devant cette Assemblée, l'Union et la Commission ne peuvent pas simplement dire que tout ce qui se passe au Royaume-Uni ne s'applique pas à eux et dire « ah bah c'est leur problème, ça ne nous concerne pas ». Non, c'est faux. Le Royaume-Uni est un État membre, jusqu'à preuve du contraire, et ce qui se passe au Royaume-Uni, comme ailleurs en Europe, aura un effet énorme, immense dans le reste de l'Union européenne. L'influence du Royaume-Uni dans les médias, l'influence linguistique du Royaume-Uni et de l'anglais donc, est énorme dans l'Union européenne. Et ce qui se passe dans le paysage médiatique britannique doit être considéré comme un sujet de débat important. Pourtant, on a plutôt tourné le regard au Royaume-Uni ces dernières années. Alors, mon organisation s'est intéressée à ces questions pour la première fois aux alentours de 2009. Nous faisions une campagne devant le PE pour qu'il prenne position sur la concentration des médias en Italie, dans l'Italie notamment, berlusconienne. Bon, à l'époque, il était dit que si l'on permettait que cela arrive en Italie, la gangrène, le virus allait se propager. Nous avons poussé pour une révolution au Parlement européen. Il y a eu un vote en 2009, vous vous en rappelez. La résolution n'est pas passée. Le PPE protégeait une fois encore l'un de ses membres importants. Bref, en 2012, nous avons lancé l'initiative citoyenne sur le pluralisme des médias. L'une des premières initiatives citoyennes, et nous pensions qu'il était important de lancer une initiative sur le pluralisme des médias pour au moins deux raisons. D'abord, si vous souhaitez de la démocratie participative en Europe, il faut s'assurer de la qualité de l'information pour que les citoyens puissent être impliqués. Et ensuite, nous pensions que si l'on pouvait impliquer les journalistes et les médias dans l'une des premières initiatives citoyennes européennes, nous pourrions sensibiliser les médias à l'importance de l'initiative. Nous pensions que ce serait utile pour les initiatives citoyennes en général. Voilà pourquoi donc nous pensions qu'il était important d'être présent rapidement sur cette question des initiatives citoyennes. Par ailleurs, le sujet était important. En 2012, il n'y avait pas d'ailleurs que Berlusconi qui posait problème. On se rappelle de ce qui se passait déjà en Hongrie, les tentatives de M. Orban de gérer les nominations de façon politique, les nominations dans les médias. Le sujet faisait déjà débat à Bruxelles. Et cette initiative qui n'a pas passé là-bas, nous n'avons pas collecté millions de signatures, je pense 250 000 signatures. Alors j'expliquerai pourquoi dans un instant, mais cette initiative participait à un effort plus global. Les gens comprenaient qu'il était important de prendre position sur l'état de droit et les questions de valeurs européennes. Et je pense que les institutions européennes en ont pris conscience bien trop tard. Mais voilà, cela faisait partie d'une initiative, d'un élan européen. Et l'une de nos grandes batailles de l'époque, lors de l'inscription de cette initiative, vous le savez très certainement, c'est que la Commission n'acceptait que des initiatives qui relevait très clairement de ses compétences. Il fallait que vos demandes relèvent des compétences de l'Union européenne. Tout n'était pas clair en 2012, car souvent la Commission, lorsqu'elle parlait notamment de l'Italie, elle disait que la liberté des médias n'était pas un problème. En tout cas, cela ne relevait pas de son
carnet de compétences. Donc nous avons essayé de défendre notre dossier et expliquer pourquoi le pluralisme des médias couvre les compétences de la Commission européenne. Notre argument se basait sur les lois anti-concurrence, la politique du marché unique. Les monopoles médiatiques doivent être interdits, il ne faut pas bloquer l'accès au marché. Par ailleurs, il y avait la directive audiovisuelle qui donnait à la Commission européenne des compétences. Attention de ne pas appuyer sur le bouton lançant le micro, madame, car vous coupez le micro du président. Donc, la directive audiovisuelle donne des compétences à la Commission permettant de garantir la pluralité culturelle. Il a été avancé que la pluralité des médias était importante pour promouvoir la pluralité, le pluralisme culturel. Voilà les arguments qui ont été martelés pour que la Commission reconnaisse qu'effectivement la liberté des médias et le pluralisme des médias relèvent de ses compétences. Ce fut déjà une victoire en 2012, car on nous a dit qu'effectivement, peut-être qu'une compétence existe pour la Commission européenne. Mais le fait que nous ayons dû passer par une voie indirecte à travers des règles de marché unique et une directive audiovisuelle, cela nous a posé des problèmes. Il a été difficile d'expliquer aux journalistes, aux médias et aux citoyens ce que nous essayons de faire, car nous souhaitions présenter un argument assez simple sur l'importance du pluralisme des médias. Mais quand les gens nous demandaient plus de détails, comment nous envisagions le rôle des institutions, il fallait alors expliquer à travers la législation européenne, une législation qui, pour certains, n'est pas simple à comprendre. Nous avions sous-estimé cet aspect, car nous pensions que les médias de masse souhaiteraient défendre le pluralisme. Pourtant, les plus gros journaux, les plus grandes chaînes de télévision n'étaient pas intéressés par le pluralisme des médias. Ce qui les intéressait, c'était de maintenir une position dominante. Et le scepticisme régnait sur la promotion par la législation européenne d'un marché des médias plus libre. En tout cas, les gens ne voyaient pas l'avantage de l'initiative, donc cela n'a pas facilité l'autre problème que nous avons eu avec l'initiative. Bon, à l'époque, il était déjà très difficile de créer un système de collecte de signatures en ligne, car la Commission ne facilitait pas vraiment la vie. Cela a pris énormément de temps. Les gens n'étaient même pas au courant, d'ailleurs, de l'existence même de cette initiative. Nous travaillons avec des fondations qui nous finançaient, car collecter les signatures, cela demande beaucoup de temps et d'argent. Et très clairement, les fondations connaissaient mal le fonctionnement du système, ce qui nous a posé toute une série de problèmes opérationnels. Je vous l'ai dit, même si nous n'avons pas eu ce million de signatures, et vous savez, même si vous avez un million de signatures, rien n'est garanti. Donc le plus important, ce n'est pas d'avoir ce million de signatures. Le plus important, c'est ce que l'on arrive à réaliser. Mais bon, voilà, nous avons réalisé au moins 3 choses. D'abord, la Commission l'a reconnu, la liberté des médias et le pluralisme faisait en partie de ses compétences, et c'est une évolution par rapport à la position de la Commission que l'on connaissait jusque-là. Ensuite, il y a aujourd'hui, et d'ailleurs depuis 2017, il existe un observatoire des médias géré par l'Institut de l'Université européenne, payé, financé par la Commission européenne, donc un institut qui surveille, qui étudie la situation du pluralisme des médias dans les différents pays de l'Union européenne. Nous avons travaillé avec cet institut pour défendre notre position. Et ce que nous demandions, d'ailleurs, dans le cadre de notre initiative, c'était la création d'un observatoire qui existe aujourd'hui. Alors maintenant, il faut que l'on agisse si un problème est détecté. Ça, c'est la prochaine étape. Mais au moins, cet observatoire, il existe. C'est déjà une chose. Il y a quelques jours, rappelez-vous, la journée internationale des droits de l'homme, là, la Commission est très claire. La liberté d'expression, la liberté des médias, ça fait partie des droits de l'homme. Le compte Twitter de la Commission le disait très clairement.
Nous pensons que nous avons contribué à faire évoluer la situation via notre initiative. Bien, voilà, maintenant que vous connaissez mon expérience, j'aimerais réfléchir sur les problématiques du jour et puis vous laisser un peu de temps, bien sûr, pour le débat. Alors, ce qui était clair en 2012 et qu'il est de plus en plus avec l'urbanisation de la politique européenne, c'est qu'il n'y a pas qu'un secteur, qu'il n'y a pas qu'un type de campagne altérant les démocraties. Vous le savez certainement, M. Orban a adapté la loi média qui avait été contestée en 2012-2013 pour qu'elle soit jugée acceptable par les institutions européennes. Ça n'a donc pas empêché M. Orban d'être dominant dans les médias. Cette situation s'applique à d'autres pays d'ailleurs. Donc nous avons besoin d'une approche holistique, comme on dit. Une approche holistique de la démocratie. Il n'y a pas que les médias, ou la façon dont on nomme les juges, ou la qualité des informations disponibles en ligne, la politique anti-ONG. Non, il faut vraiment avoir une vue globale pour comprendre comment la démocratie est menacée dans certains pays européens. Les ONG doivent donc collaborer. Les initiatives doivent collaborer pour comprendre que des liens existent. Nous avons besoin d'un mécanisme de défense systématique et détaillé, plutôt que d'étudier des cas individuels. Alors, quand je compare la situation par rapport à 2012, bien évidemment, ce qui a changé, c'est le degré de sensibilisation de l'opinion publique sur la désinformation en ligne. On a connu une vraie explosion ces dernières années et je pense que les liens entre la désinformation en ligne, ce que disent les médias et ce qui alimente le débat politique, tout cela est bien plus visible aujourd'hui. La désinformation en ligne, elle existait déjà en 2012, mais aujourd'hui, elle est visible finalement quand on suit les débats au Royaume-Uni. Alors que par le passé, les informations en ligne étaient reprises par les médias de masse et citées par la classe politique. Ce système de désinformation n'est plus traité, est traité différemment. Et ceux qui essayent de promouvoir la vérité ou la politique de fact-checking, de vérification des faits chez les fournisseurs de contenu, d'information, cette lutte est difficile car ils sont nombreux à vouloir déformer la vérité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est créer le doute. À partir du moment où l'on peut laisser croire que tout peut être contesté, cela veut dire que le doute est dans la tête des gens, alors que ceux qui veulent démontrer que des faits peuvent être vérifiés, eh bien, pour nous qui voulons démontrer cela, ce n'est pas simple, car il est compliqué de lutter contre le scepticisme grandissant de nombreux citoyens. Et je pense que l'Union européenne, et je sais que moi qui ai vécu au Royaume-Uni, il est important de critiquer mais aussi de défendre l'UE, regardez, sinon on voit ce qui se passe. Et donc, l'UE, on ne peut pas lui reprocher cela. Et le niveau de gouvernance de l'Union européenne le plus impliqué dans la lutte contre la désinformation. Ces dernières années, la question de la pluralité des médias a été vraiment au cœur des débats, même si l'action, cela ne s'est pas suffisamment concrétisé
en action. Je pense que on n'en a peut-être pas parlé avec les bonnes personnes. L'UE essaye de discuter directement avec Facebook et de voir ce qu'il est possible de faire, plutôt que de donner, de remettre le pouvoir entre les mains de plus petites initiatives citoyennes qui, il me semble, jouent un rôle très important dans la pluralité des médias. Alors je ne dis pas que l'on doit s'interdire de discuter avec les gros bonnets, mais ne s'appuyer que sur eux, c'est faire preuve d'une naïveté certaine au moment de parler pluralité dans les médias. Donc, si l'on veut parler de citoyenneté européenne, les citoyens européens doivent se battre pour le pluralisme des médias, car cette lutte doit vraiment faire partie de leurs droits civiques et d'une lutte vraiment démocratique. Il faut aussi promouvoir l'émergence de plateformes alternatives. Je pense en tout cas que la Commission européenne devrait promouvoir ça dans le contexte de cette citoyenneté active pour le XXIe siècle. Voilà, je vous remercie, je vais en rester là. Thank you very much also because you covered basically all the topics of the Voilà, day tous les sujets de la journée ont été couverts en une seule intervention. Les traits d'union ne manquaient pas dans le discours. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, aujourd'hui et hier, nous l'avons dit, nous travaillons avec d'autres promoteurs d'initiatives citoyennes demandant notamment une dignité similaire pour la démocratie participative à celle de la démocratie citoyenne. Bien.